Bonsoir à tous, l'heure du 7-8 journal sur TV 78, c'est l'essentiel de l'actualité locale en 26 minutes. Nous sommes le mercredi 19 septembre, tout de suite les titres de cette édition. Les motards sensibilisés au Chesnay, la police nationale des Yvelines organisait des ateliers pédagogiques gratuits, une action à quelques jours de l'automne et ses dangers supplémentaires. Avant l'automne, la période estivale a été marquée par une nette baisse du nombre de tués sur les routes. Nous en parlons avec notre invité. La Ryder Cup débute dans moins d'une semaine avec 60 000 spectateurs qui viendront chaque jour sur place. Le trafic sera forcément impacté à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'agglomération a établi un plan de transport. Explication à suivre. Enfin, comme chaque mercredi, nous nous rendons dans les salles de cinéma saint-quentinoises. Ce soir, c'est le Ciné 7 à Elancourt qui nous propose sa sélection de la semaine à retrouver dès aujourd'hui à l'affiche. Le 11 septembre dernier, le maire jetait l'éponge. Ce soir se tient le premier conseil municipal de Coignères depuis la démission de Jean-Pierre Sevestre. À l'ordre du jour, pas de désignation encore d'un nouvel édile. La préfecture n'a pas acté pour le moment par écrit cette décision. La séance devrait être conduite par Dominique Catelin, première adjointe qui assure l'intérim depuis une semaine. Et si d'aventure ce soir, c'est l'un des scénarios possibles, 9 conseillers venaient à démissionner. Une élection municipale partielle devra se tenir dans la commune. On accueille notre invité sur ce plateau, Jean-Yves Petit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. Avec vous, on va parler de plusieurs sujets dans un instant. On regarde d'abord ce reportage ensemble. Les policiers motocyclistes des Yvelines ont donné rendez-vous au Chesnay samedi dernier pour des ateliers pédagogiques gratuits. Au programme de la journée, des parcours pistes, des ateliers routes et même des séances de secourisme. Une action à quelques jours du début de l'automne avec ces feuilles mortes sur la route et ces nuits qui se rallongent. Ce sont des dangers supplémentaires pour les motards. Isabelle Cariscos. Contrairement aux apparences, ces motocyclistes de la police nationale n'effectuent pas un contrôle. Ce samedi au Chesnay, ils ont donné rendez-vous aux motards yvelinois pour une journée d'ateliers pédagogiques. Objectif de ce premier parcours piste de la journée, revoir les bases de la conduite du deux roues. Ça permet de voir que tous les défauts que l'on a, quoi. Ça permet de les corriger. Je pense que oui, ça peut sauver des vies si on connaît bien la machine. Avec ces ateliers gratuits, la police espère corriger les comportements davantage responsables des accidents mortels que l'alcool ou la vitesse. L'objectif, c'est de le faire, que les participants le fassent avec leur propre moto perso, de façon à mieux connaître eux aussi leur moto. Ça peut, lors d'un événement particulier de la conduite, éviter éventuellement justement un accident en ayant des mauvais réflexes, dus à des mauvais réflexes en tout cas. Ils ont aussi plus le même regard sur leur propre conduite et celle des autres. Autre atelier proposé, le secourisme. Les participants apprennent à gérer une situation tristement courante, les gestes à connaître face à une personne accidentée. Il y a très peu de pourcentage de la population qui a passé le PSC, qui connaît les gestes de secourisme, donc c'est plus qu'utile. Et on se rend compte que si les gens connaissent, si les gens savent, on peut tout simplement sauver des vies. Les gendarmes et les CRS se sont associés à la police pour cette journée de prévention ludique, dont le but est avant tout de lutter contre l'insécurité routière. En 2017, 40 000 personnes, dont 14 motards, ont perdu la vie sur les routes des Yvelines. Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière avec nous sur ce plateau. L'arrivée de l'automne, les changements de saison en général, ce sont des périodes à risque parce que les conditions de route évoluent. Dans ce sens-là, oui. Quand c'est du printemps vers l'été, il n'y a pas tellement de changements, mais avec l'automne, oui. Les feuilles qui vont tomber, la pluie qui va retomber, donc effectivement, les routes vont être probablement un peu plus glissantes. Donc effectivement, il y a quelques risques. Est-ce que c'est un moment du coup pour votre association de refaire de la pédagogie, refaire des sensibilisations sur les comportements, les réflexes à adopter ? C'est toute l'année, hein. Bien sûr. C'est toute l'année. Donc le changement là, dans quelques jours, l'arrivée de l'automne, ça va pas changer fondamentalement mon travail. Non, c'est toute l'année. Avec avant l'automne, il y a eu bien sûr l'été. La période estivale a été marquée par une nette baisse du nombre de tués sur les routes françaises, moins 15,5% en août par rapport à la même période l'an passé, à moins 5,5% en juillet. Ce sont des chiffres satisfaisants ? Ce sont des chiffres encourageants. Et à vrai dire, c'est comme ça un peu depuis le début de l'année, hein. L'année est loin d'être finie, bien sûr, mais depuis le début de l'année, ce sont des chiffres encourageants. Avec toutefois un petit bémol pour l'été, là, et surtout le mois d'août, puisqu'il y a eu une baisse très importante du nombre de tués, c'est vrai, mais il y a eu une recrudescence du nombre de tués piétons et cyclistes, que j'explique d'une façon assez simple.
Il a fait tellement beau pendant cet été, tout le monde le sait bien, que les piétons et les cyclistes sont certainement sortis beaucoup plus que quand il pleut. Donc plus de monde sur la voie publique et fatalement plus d'accidents. Vous le disiez, plusieurs mois consécutifs de baisse. Est-ce que ça veut dire que les perspectives sont encourageantes pour les prochains mois ? Oui, je pense qu'il faut l'espérer. Oui. Je ne sais pas si nous atteindrons le niveau record de tués, à la baisse de 2013, mais nous repartons dans la bonne direction, a priori. Je ne veux pas m'engager trop tôt, mais ça semble plutôt bien parti quand même. Et à quoi faut-il l'attribuer, selon vous, cette baisse ? Alors, vous savez qu'il y a eu un comité interministériel de la sécurité routière au mois de janvier, on va en reparler, je suppose, tout à l'heure, et avec la mesure phare du 80 km/h qui a fait beaucoup de débats depuis le début de l'année. Donc, depuis le début de l'année, on peut dire que la sécurité routière est revenue un peu sur le devant de la scène, médiatique au moins. Et je pense que ça a aidé nos concitoyens à repenser un peu sécurité routière. Il y a une reprise de conscience. Je pense, oui. Vous parliez de cette mesure de 80 km/h, une baisse de la limitation à 80 km/h depuis le 1er juillet sur les axes secondaires sans séparateur central. Est-ce que c'est une conséquence directe, selon vous, cette baisse de la mortalité, ou c'est trop tôt encore pour tirer une conclusion ? Non, c'est quand même beaucoup trop tôt. En 2 mois, on peut pas tirer des conclusions. Non, je préfère rien dire là-dessus. Attendons. Mais nous constatons simplement que depuis le début de l'année, les chiffres sont plutôt encourageants. C'est en tout cas l'un des objectifs du gouvernement, c'était endiguer justement à l'annonce de cette mesure la mortalité sur les routes. Quel premier bilan vous tirez ? Alors, c'est vrai que c'est difficile encore de tirer des conclusions, mais depuis l'instauration de cette mesure, le 1er juillet. Je vous dis, non, j'en tire aucun bilan. C'est beaucoup trop tôt. Sur 2 mois, juillet et août, c'est trop tôt pour le dire. Je ne sais même pas d'ailleurs si l'État a communiqué des résultats, disons, liés à la vitesse sur ces routes-là. J'en sais rien. En tout cas, moi, je ne les ai pas à l'association. Je pense que c'est quand même trop tôt pour tirer des conclusions. Et en tant que président du comité des Yvelines, directeur du comité des Yvelines, vous n'avez pas eu de retour de la part d'automobilistes sur cette mesure ? Alors moi, au mois de juillet et au mois d'août, j'étais en vacances comme tout le monde. Donc depuis que j'ai repris le travail, non. Cette mesure a été présentée comme une mesure anti-accident. Ça veut dire, Jean-Yves Petit, qu'il faut continuer, intensifier peut-être le travail sur d'autres pistes, notamment la lutte contre l'alcool au volant, la prise de stupéfiants au volant. C'est une piste aussi. C'est un combat dans toutes les directions, bien sûr. Là, il y a eu le gouvernement a frappé un grand coup avec la vitesse, mais il y a évidemment d'autres sujets à aborder. Vous les avez cités. Alors, c'est pas la seule réforme, on va y venir. Aujourd'hui, par exemple, a été publié un décret au journal officiel. Les automobilistes refusant la priorité à un piéton perdront désormais 6 points sur le permis contre 4 auparavant. On parlait justement du danger des piétons que peuvent avoir les piétons sur la route. C'était nécessaire, oui, de plus les protéger. Ça les protège plus, d'après vous, cette mesure ? Il y a quand même eu en 2017 525 à peu près piétons tués, dont la moitié en agglomération. Et les piétons tués en agglomération, c'est quand même essentiellement un choc avec un véhicule, une voiture. Donc il y a des choses à faire, sans aucun doute. Cette mesure, alors qui est strictement répressive, ça n'a rien à voir avec la prévention, cette mesure strictement répressive, 6 points, ça devient quand même très sérieux, comme l'alcool, comme la drogue, quoi. Donc ça devient une répression très sévère. Trop répressif, pas assez préventive, c'est ça, vous le dites ? Je ne sais pas. La question, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une autre réforme que je voulais aborder avec vous. Excusez-moi, à moins que vous alliez le dire là, mais toujours lié à cette réforme-là de la priorité accordée aux piétons. La deuxième mesure qui a été publiée, toujours liée à ça, c'est que désormais cette infraction pourrait être constatée par vidéo. D'accord. Donc c'est une évolution. Ça, c'est une évolution importante. Avant, il fallait qu'il y ait un agent, un OPJ, un officier de police judiciaire qui soit là, quelqu'un qui constate l'infraction. Maintenant, ça pourrait être constaté par vidéosurveillance. Donc un outil supplémentaire, en tout cas, pour constater ce genre d'infraction. Oui. Alors, autre réforme, ça sera à partir du 1er janvier 2019. Le délai probatoire sera réduit pour les titulaires d'un premier permis de conduire. Il faut suivre pour cela une formation complémentaire entre le 6e et le 12e mois après obtention du permis. Est-ce que aussi cette mesure, elle va dans le bon sens ? Est-ce qu'elle va assez loin, d'après vous, cette mesure ? Alors là, on est franchement dans la prévention.
Donc notre association ne peut que l'approuver en constatant quand même qu'il ne faudrait pas s'arrêter là, il faudrait aller un peu plus loin. Cette mesure est bonne, mais elle n'est autorisée que pour des jeunes conducteurs, des conducteurs novices qui n'ont pas commis l'infraction. Donc déjà, a priori, les bons. Et puis comme c'est quelque chose de volontaire, ceux qui vont venir, c'est ceux qui seront déjà sensibilisés à la prévention routière. Et puis en plus, une question pécuniaire, parce que ça va être payant, évidemment, c'est 7 heures de formation en auto-école. Je ne sais pas du tout combien ça va coûter, mais va peut-être y avoir aussi une discrimination avec l'argent. C'est ça, cette formation, elle est à suivre de nouveau dans une auto-école. 6 mois après avoir passé son permis, on retourne à l'auto-école. Mais la mesure est bonne. Maintenant, il faudrait probablement réfléchir à aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va vers un permis plus progressif, on peut le dire ? Voilà, c'est un peu ça. Comme ça existe déjà au Luxembourg, par exemple, où ils ont une période, pour le premier permis, ils ont une période, alors appelons-la probatoire, de 2 ans, au bout de laquelle ils repassent ils suivent un stage à la fois pratique et théorique, et à l'issue duquel ils ont un permis de 10 ans. Donc c'est ce qui existe déjà un peu chez nous, cette progressivité avec les motos. Vous le savez bien, on a d'abord le permis A1, qui est les 125, puis après on peut passer à partir de 16 ans, puis à partir de 18 ans on peut passer au permis A2, c'est-à-dire les grosses motos mais bridées, et au bout de 2 ans, les motos sont débridées avec une formation complémentaire de 7 heures et on passe au permis illimité, si je puis dire. Donc progressivité qui serait peut-être pas mal d'étudier aussi pour la voiture. Dernière chose, il nous reste un peu plus d'1 minute. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez en vacances comme pour beaucoup. Là, la rentrée pour l'association Prévention Routière dans les Yvelines, elle se passe comment ? Quel genre d'action vous menez en ce moment, vous allez mener sur le territoire ? En ce moment, presque tous les jours de la semaine, ce sont les entreprises en ce moment. Septembre-octobre, ce sont les entreprises qui font appel à nous. Et l'éducation nationale, on va leur laisser le temps d'absorber la rentrée. Et l'éducation nationale, le collège et lycée devraient faire appel à nous à partir de la fin de l'automne, le début de l'hiver. Il y a une action importante auprès des jeunes, de sensibilisation. Auprès des jeunes, oui, collège et lycée, oui, nous allons régulièrement dans une quinzaine de collèges et une bonne dizaine de lycées dans le département. On peut certainement aller encore plus loin, mais c'est déjà pas mal. Ça fait quelques milliers d'élèves quand même par an. Et nous parlons pour les petits piétons vélos, pour les un tout petit peu plus grands cyclomoteurs. Et puis dans les lycées, nous parlons beaucoup alcool, cannabis. Merci Jean-Yves Petit d'avoir été avec nous et merci pour ce point complet. Je rappelle que vous êtes le directeur du comité des Yvelines de l'association Prévention Routière. Pour retrouver toutes les informations sur cette association, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci. La rentrée n'a pas encore eu lieu pour tout le monde. Certains jeunes Yvelinois sont encore en attente d'une réponse de Parcoursup ou n'ont pas encore trouvé leur voie. C'est notamment pour eux que s'est tenu hier mardi le 3e forum yvelinois de l'apprentissage à la mairie de Versailles. Sur place, les jeunes ont pu préciser leur orientation professionnelle, s'informer des offres d'apprentissage encore disponibles dans les centres de formation yvelinois. Retour sur cet événement avec Isabelle Cariscos. Échanger, approfondir et questionner. Rien de mieux pour s'orienter que de rencontrer. Sans centre de formation ni employeur pour la rentrée, ces jeunes, entre 15 et 30 ans, sont venus nombreux hier au Forum yvelinois de l'apprentissage. J'ai trouvé un lycée à Saint-Germain, en Laye, c'est pas très loin de chez moi et du coup ça m'intéresse. Parce que Parcoursup, je suis encore en attente dessus et je pense que du coup ce sera pas possible. Donc je pense que si je serais pas venue ici, j'aurais pas eu d'école. Une trentaine d'organismes de formation en apprentissage ont proposé plus de 600 offres aux apprentis comme aux employeurs. Notre rôle, nous, c'est de trouver les jeunes pour les entreprises qui viennent nous voir en disant on veut des apprentis dans tel ou tel domaine, mais on accompagne aussi les jeunes pour trouver les structures. Depuis quelques années, des métiers plus atypiques ou au contraire traditionnels font leur grand retour. Il y a un regain, il y a de la demande dans la boulangerie-pâtisserie, il y a plus de jeunes qu'avant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert ces formations qu'on n'avait pas avant dans notre école, parce que les émissions de télé ont fait beaucoup. Pour de nombreux apprentis, c'est l'occasion d'échanger avec des écoles, mais aussi et surtout avec de nombreux professionnels présents sur le forum. En venant ici, j'espère trouver une école et aussi un patron pour commencer mon BTS. Trouver un patron, principale motivation de cette journée, et pour cause,
En moyenne, 70% des jeunes passés par l'apprentissage ont un emploi 7 mois après la fin de leur contrat. Et à l'occasion de ce forum de l'apprentissage, un projet yvelinois a reçu un chèque de 21 000 €. Ce projet, c'est Kiffe ton job, lancé par la mission locale de Saint-Germain-en-Laye. Kiffe ton job, c'est un site internet créé par des jeunes, pour les jeunes de 16 à 26 ans. Une plateforme collaborative pour partager et trouver des informations sur les métiers de demain, les formations, les entreprises, par le biais du chat et du forum, notamment des propos recueillis par Isabelle Cariscos. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de métiers que les jeunes ne connaissent pas et l'idée, c'est de pouvoir les sensibiliser à tous ces nouveaux métiers comme les conducteurs de drones ou autres métiers un petit peu innovants et après les avoir sensibilisés, leur donner des billes sur les formations et les emplois qu'ils peuvent occuper. On a voulu proposer aux missions locales un appel à projet où les jeunes soient impliqués de A à Z sur l'intégralité du projet pour leur permettre de monter en compétences à la fois sur le numérique pour justement travailler sur cette fracture numérique et en même temps sur des compétences transverses qu'on acquiert lorsqu'on est dans une gestion de projet. Le site Kiffe ton job qui est d'ores et déjà accessible à l'adresse suivante, kiffetonjob.net. Vous le savez sûrement, la Ryder Cup débute mardi prochain. Pour chacun des 6 jours de l'événement, près de 60 000 spectateurs sont attendus au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. On fait le point avec vous sur la circulation pendant l'événement. Elle va forcément être impactée avec un public important qui va venir sur le territoire. Alors l'impact bien sûr, mais tout est pensé Grégory, c'est pensé même depuis 2009. Saint-Quentin en Yvelines a établi un plan de transport qui a été étudié avec la Fédération française de golf. Il y aura 2 gares officielles pour arriver sur le site du golf, mais surtout celle de Saint-Quentin en Yvelines, celle qui nous concerne particulièrement. On nous explique. Où on aura notre gare routière provisoire avec des dizaines de navettes qui partiront en direction du golf national. Là, quasiment aucun impact puisque l'avenue du centre où se situera cette gare routière sera toujours ouverte à la circulation et on aura simplement 2 avenues qui elles vont être partiellement fermées, en l'occurrence l'avenue de la Gare et l'avenue Stephenson. Alors vous allez le voir sur les images, l'avenue du centre passera de 2 à 1 voie et les 2 rues fermées dont on a parlé sont celles qui encadrent en fait cette fameuse avenue. À noter cependant que les places de stationnement de ces 3 rues seront fermées puisqu'elles sont destinées à accueillir les navettes. Les autres fermetures concernent les accès proches du golfe national, sont concernés l'avenue du Golfe, le chemin de Villarroy, la route de l'aéroport et une partie de la rue de Guynemer et des avenues de l'Europe et Léon Blum. Et quels sont les conseils de l'agglomération, Mélanie, pour éviter ces désagréments ? Alors dans la mesure du possible, Saint-Quentin-en-Yvelines conseille d'éviter le créneau 6h, 9h pour les déplacements et de quitter l'agglomération avant 16h30. Et pour retrouver toutes ces informations, un site entrons dans la légende.fr. Merci Mélanie pour ce point d'information. Cette Ryder Cup, c'est la 3e compétition sportive la plus médiatisée au monde. Si vous vous posez encore des questions sur ce rendez-vous, on vous donne toutes les clés pour la comprendre. Histoire, format, programme, les détails avec Mickaël Elmidoro. La Ryder Cup est aujourd'hui la plus grande compétition de golf au monde, créée en 1927 par Samuel Ryder, un homme d'affaires anglais. Le rendez-vous est aujourd'hui regardé par 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde et rassemble près de 250 000 supporters à chaque édition. C'est un Roland-Garros multiplié par 20, c'est une chance, c'est des Jeux Olympiques, c'est quelque chose que le public français va probablement avoir la chance de voir une fois dans sa vie. Sur le plan sportif, la Ryder Cup oppose les 24 meilleurs joueurs au monde, 12 Européens et 12 Américains sur 3 jours de compétition. Le rendez-vous est organisé tous les 2 ans en alternance aux États-Unis et en Europe sur les plus beaux golfs internationaux. Cette année, c'est le golf national de Saint-Quentin en Yvelines qui a été sélectionné. Quant aux règles, elles sont simples et indémodables. 16 matchs en duo sont programmés le vendredi et le samedi. Le dimanche, tous les joueurs s'affrontent en face à face. Chaque duel rapporte 1 point au gagnant. Un demi-point est distribué à chaque joueur pour un match nul. La première équipe à atteindre le score de 14 points et demi est déclarée vainqueur de la Ryder Cup. En cas d'égalité, c'est l'équipe tenant du titre qui soulève la coupe. Au niveau du calendrier, un match entre célébrités européennes et américaines est programmé le mardi. Le mercredi, ce sera aux juniors de s'affronter dans un match amical. Le jeudi, une cérémonie d'ouverture est organisée avec la présentation des équipes et un concert géant. La compétition débutera officiellement le vendredi 28 septembre pour se terminer le 30 septembre avec une remise des trophées à 18h. Avant de parler d'autre chose, on continue de vous faire découvrir le parcours de cette Ryder Cup 2018. Aujourd'hui, direction le trou numéro 15, l'un des secteurs les plus techniques de l'Albatros. Les images de Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro.
bienvenue. On est au départ du trou numéro 15. Donc le trou numéro 15, en fait, c'est un trou assez emblématique du parcours de l'Albatros parce qu'en fait, c'est celui qui va permettre aux joueurs de rentrer dans l'arène où on va trouver les 4 derniers trous, donc 15, 16, 17, 18, sur lesquels il va se passer certainement beaucoup de choses à la fin du mois. Ce trou-là, son nom, c'est le Juge. C'est un par 4 qui fait 373 mètres, donc qui n'est pas forcément très long, mais qui est quand même assez intimidant. Pourquoi? Parce que il va y avoir du monde, encore une fois, parce que le fairway est quand même relativement étroit, avec l'eau qui est quand même assez présente sur la partie droite et le rough, encore une fois, très présent sur la partie gauche. Et là, la mise en jeu sera primordiale. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, le parcours de l'Albatros, c'est un parcours sur lequel la stratégie est prépondérante, et c'est un parcours sur lequel il est important de réfléchir au coup suivant. Et là, le trou numéro 15 le résume quand même assez bien, parce que la mise en jeu sera, comme je le disais, primordiale, avec un coup qui devrait être quand même assez conséquent, assez fort, assez puissant sur la partie gauche du fairway, de façon à ce que le joueur puisse avoir un petit club pour l'attaque de green. Ça reste quand même l'endroit le plus stressant, car l'attaque de green sur ce trou-là est vraiment le coup le plus, on va dire, le plus oppressant et le plus stressant que les joueurs vont pouvoir rencontrer tout au long de ce tournoi. Donc là, on est sur la position idéale après une mise en jeu, de façon à pouvoir attaquer le green du trou numéro 15. Ici, la difficulté, ça va être si le drapeau est positionné devant et à l'entrée du green. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la partie la plus étroite. C'est un trou également sur lequel souvent le vent dominant est un vent qui va venir ici de la gauche et qui va obligatoirement pousser les balles qui ne seront pas très bien contrôlées et pas très bien touchées sur l'obstacle d'eau qui situe, on va dire, qui entoure le green et qui est vraiment très oppressant sur la partie droite de ce green. L'autre chose également qu'il faudra prendre en considération pendant la Ryder Cup, c'est la foule qu'il va y avoir tout autour de ce trou-là, parce que là on est vraiment dans une arène, c'est vraiment une arène golfique, c'est un stadium, c'est tout ce que vous voulez. Il y aura du monde dans les tribunes au 18, dans les tribunes du 15, les tribunes du trou numéro 1. Toute la foule qui va pouvoir entourer ce trou-là, très honnêtement, je pense qu'on est en capacité ici d'accueillir à peu près 30-35 000 spectateurs, et 35 000 spectateurs qui vous regardent taper ce coup-là. Déjà que quand on le joue sans spectateurs, c'est un trou qui est vraiment très stressant et très oppressant. Alors avec tous ces perdus qui vous regardent, ça peut être quelque chose d'assez terrifique pour les joueurs. Donc là, on est sur le green du trou numéro 15. Ce green du trou numéro 15 est assez particulier, on va dire, parce que c'est un green qui est à la fois long, qui est à la fois large, qui est entouré d'eau, avec énormément de pentes. On peut avoir beaucoup de pentes au fond à droite, beaucoup de pentes devant et également à l'entrée du green. Sur ce trou-là, beaucoup d'Open de France se sont joués. On a eu des joueurs qui ont gagné grâce à des playoffs, ou beaucoup de joueurs qui ont mis des balles dans l'eau et qui se sont retrouvés sur les 3 derniers trous en ayant vu un tournoi passer devant eux parce que ce trou-là les avait pénalisés. Allez, pour terminer, petit tour dans nos salles obscures saint-quentinoises. Cette semaine, c'est Luc Bocan du Ciné 7 à Elancourt qui nous présente sa sélection. Elle est à retrouver à l'affiche du cinéma dès aujourd'hui. Les images et l'interview au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Alors, dans les salles du Ciné 7 cette semaine, entre autres films, je dis bien entre autres parce qu'on propose plusieurs films, 2 films très intéressants. Burning, qui est un film coréen, qui est un thriller, on va dire, sentimental coréen, qui faisait partie de la sélection du dernier festival de Cannes et qui a été injustement écarté du palmarès. Donc c'est par le réalisateur qui a réalisé Poétrie il y a 8 ans, donc je vous encourage vivement à venir découvrir ce film en VO dans nos salles. Et un autre film, une comédie, comment dirais-je, familiale, on va dire, de Cécilia Rouault, avec un casting assez exceptionnel, Jean-Pierre Bacry, notamment, Pierre Deladonchamp, etc. Photo de famille. Donc on reprend cette semaine dans nos salles, c'est une comédie douce amère, une chronique familiale, autour d'une maman qui va pas bien et qui va finir par disparaître malheureusement. Et on voit les personnages principaux de cette famille s'entre-déchirer, s'aimer, se retrouver, etc. au fil du temps. Voilà, donc à voir dans nos salles cette semaine au Ciné 7.
C'est la fin de cette édition. Elle est à revoir, tout comme ces reportages sur notre site internet et notre application mobile. Dans un instant, ne manquez pas le retour du 7-8 débat. Isabelle Cariscos et ses invités parleront de la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source. Les entreprises sont-elles prêtes pour ce tournant? C'est dans un instant. Belle soirée avec TV78.